Sachez que Vladimir Poutine est en Chine actuellement et il s'est exprimé, il a eu une déclaration très étonnante. On parlera éventuellement aussi dans un second temps des déclarations du président Zelensky. Qu'a dit le président Vladimir Poutine ce matin? Qu'il ne prévoyait pas, et ça Magali Barthez c'est étonnant, qu'il ne prévoyait pas de conquérir Kharkiv. Et il développe d'ailleurs, il nous dit l'offensive dans le nord-est de l'Ukraine était une réplique aux frappes ukrainiennes en Russie. Ça, j'ai envie de dire que c'est étonnant quand on sait qu'il en avait reparlé par exemple peu après son discours d'investiture. Il avait dit Kharkiv, il ne l'avait jamais oublié et on pouvait s'attendre justement à ce qu'il reprenne Kharkiv. Mais il y a peut-être une façon biaisée chez Vladimir Poutine d'aborder ce sujet. En fait, ce que dit Vladimir Poutine depuis la Chine, c'est que ces attaques dans la région de Kharkiv, c'est pour venger les attaques russes, les attaques ukrainiennes sur Belgorod. C'est-à-dire la ville finalement miroir de Kharkiv côté russe. Et c'est vrai qu'on se souvient que pendant notamment l'élection présidentielle, il y a eu des incursions de la Légion Liberté de la Russie, voilà. C'est-à-dire les anti-Poutine, les Russes anti-Poutine, qui étaient partis et qui avaient fait des incursions de l'autre côté de la frontière. Il y avait même des bureaux de vote qui avaient été sous le feu. Et on voit bien que cette région, de toute manière, qui est frontalière de l'Ukraine, est en effet sous la menace des Ukrainiens. Donc ce que dit, en fait, Vladimir Poutine, comme toujours, c'est de la légitime défense. Ouais. En fait, c'est ça. C'est toujours la même chose. Donc si je suis obligée d'attaquer, c'est parce que les autres m'ont attaqué en face. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le sait de toute manière qu'avec quelques dizaines de milliers d'hommes, entre 30 et 50 000 qu'il a massés, il ne peut pas prendre une ville de la taille de Kharkiv. Ça, on ne cesse de le dire. Donc ça, on ne cesse de le répéter. L'idée, comme on l'avait déjà dit, et comme Poutine lui-même l'a déjà dit, c'est davantage d'essayer de mettre une espèce de zone grise, de zone tampon à la frontière, justement, qui éloignerait les Ukrainiens et permettrait peut-être de moins viser Belgorod. Général Chovancy, c'est vrai qu'il dit à l'heure actuelle, la Russie ne prévoit pas à l'heure actuelle de prendre Kharkiv. On s'interrogera sur cette petite formulation, il y a peut-être quelques nuances aussi à aborder, et sur cette zone tampon dont parlait Magali, il dit, j'avais dit publiquement que si cela continuait, nous serions contraints de créer une zone de sécurité, une zone sanitaire. C'est ce que nous faisons. Alors pour certains, peut-être que certains vont se dire, bah oui, en fait, il l'a toujours dit, c'est peut-être nous qui nous sommes emballés à un moment donné. Alors, bon, d'abord, on vient de le dire, l'offensive sur Kharkiv ou prendre la ville n'a pas beaucoup de sens. Non pas parce que c'est impossible intellectuellement, je dirais, ou militairement parlant, mais c'est parce qu'il n'y a pas les moyens russes pour le faire. Bon, voilà, c'est le premier point. Deuxième point, oui, habiller maintenant, au bout d'une semaine, effectivement, que c'est pour, finalement, les représailles, finalement, et puis assurer la protection de Belgorod. Ça fait quand même des mois que Belgorod est sous le feu et qu'il ne s'est rien passé. Donc pourquoi maintenant? Et puis moi, troisième point, je revois un petit peu, parce qu'on va peut-être revenir sur la carte, oui, Vouchansk, parce que j'allais regarder un petit peu Vouchansk, pourquoi là? Parce que je ne comprenais pas très bien, à 50 km de Kharkiv, pourquoi? Et en fait, on s'aperçoit que ce sont des grands axes routiers et voies ferrées qui vont juste entre Kupiansk et Kharkiv. Ouais. Ce qui permettrait, comme Kupiansk, les Russes n'avancent pas depuis des mois, finalement de couper les lignes de communication de Kupiansk, d'isoler cette zone et finalement de permettre aux Russes de prendre le contrôle de cette zone. Et moi, je ne verrais plus cet objectif tactique que stratégique, comme l'évoque Poutine, c'est du nord vers le sud, par Vouchansk. C'est ce que disait le général Yakovlev sur notre antenne, décapsuler la voie pour ouvrir la voie vers le Donbass. C'est-à-dire je n'ai pas entendu mon camarade Yakovlev, mais on pense pareil, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, parfois c'est rare. Vous n'êtes pas toujours d'accord. Globalement, vous êtes d'accord. Militairement parlant, on est d'accord. Elisabeth Schwartz-Selam, est-ce que Poutine, il s'orienterait visiblement, est-ce qu'il y aurait des velléités davantage pacifistes en ce moment? Je vous pose la question parce qu'il est en Chine et oui, vous me faites les gros yeux, mais je vais vous expliquer mon raisonnement. C'est parce qu'il a cessé, déjà avant de se rendre en Chine pour rencontrer Xi Jinping, il a donné une interview à l'agence de presse Chine Nouvelle dans laquelle il saluait les efforts de la Chine pour parvenir à résoudre ce conflit, le processus de paix dont on a déjà parlé, vous et moi, en 12 points, puis celui sur 4 points, qui n'était pas vraiment quelque chose de très détaillé, du moins le dernier processus de paix sur 4 points. Et quand il est allé en Chine hier, ils n'ont fait que parler, par exemple, de paix, par exemple, tous les deux. Donc on se dit, ça, plus ces déclarations sur Kharkiv, peut-être qu'aujourd'hui, il y a peut-être une volonté de, alors soit constater qu'on n'y arrive pas, soit de bluffer, ou soit éventuellement d'être sincère. Bon, pour le dernier, j'y crois pas une seule seconde. Mais je pense qu'il y a deux choses. Le premier, c'est qu'il ne faut pas oublier que Poutine, comme ses amis chinois, iraniens et du Corée du Nord, essaie de
s'ériger en tant que solution contre l'Occident, contre le modèle occidental. Le faire que dans la violence serait peut-être pas acceptable pour tout le monde. Donc dire on est des amis de la paix, c'est la faute de l'Occident et de leurs amis, l'OTAN, l'Ukraine, c'est une narrative qui vante bien quand on veut influencer le reste du monde. Je pense que ça, c'est très important. C'est une narrative qui construit, comme disait Magali aussi, sur c'est toujours la faute des autres, et construire de son côté, on est les gentils, on veut de la paix, mais c'est les autres qui ne veulent pas, tout simplement. La deuxième chose, et je reviens au langage de on ne veut pas Kharkiv, en tout cas pour le moment. Faire s'aimer le doute, faire jouer sur la peur des Ukrainiens, des Occidentaux, de la population locale, ça fait partie aussi de la guerre, c'est un parti psychologique justement de la guerre qui est très importante et de travailler sur l'opinion publique. Alors il y a d'autres déclarations qui nous parviennent aussi du côté ukrainien, mais visiblement peut-être que Poutine aussi sent qu'il est en difficulté, Magali, quand il fait ce genre de déclarations sur le terrain. C'est vrai qu'on n'est pas dans sa tête, mais j'ai envie de dire, ok, on a pris 278 km², c'est ce qu'on disait hier, la progression, c'est l'AFP qui l'a analysé avec les données de l'Institut pour l'étude de la guerre. C'était la plus grande progression, disait-on, sur 6 mois. Malgré tout, c'est l'équivalent d'un territoire pour Marseille, mais peut-être alors, soit éventuellement, il veut faire l'établissement de cette zone tampon, mais bien évidemment, il voit peut-être que ça coince, qu'il ne pourra pas aller plus loin aussi, non ? Ce que disent les Ukrainiens, en tous les cas aujourd'hui, c'est que l'offensive russe serait plutôt en train de marquer le pas, en effet, dans ces villages, que, en gros, les Russes ont réussi à pénétrer jusqu'à 10 km dans la profondeur du territoire ukrainien, mais que, pour le moment, c'est vrai que les Ukrainiens ont envoyé des réserves, et en tous les cas, ils disent qu'ils ont réussi quand même à contenir l'avancée des troupes russes, que les lignes n'ont pas flanché. Là, c'est ce que dit Syrski, le chef d'état-major ukrainien, qui reconnaît d'ailleurs dans ses dernières déclarations que oui, cette offensive qu'ils avaient vu venir est arrivée plus tôt que ce qu'ils avaient envisagé, que les Russes ont manifestement profité du fait que les Ukrainiens étaient en train d'envoyer des réserves pour attaquer, pour essayer de les prendre de vitesse. Mais aujourd'hui, ce qu'ils disent, c'est que les lignes tiennent. Donc, est-ce qu'on va assister à un front qui est pour le moment gelé. Ce qui est compliqué à dire, c'est qu'en fait, on a des déclarations très contradictoires, même des soldats, même du responsable ukrainien qui est en charge de cette zone frontalière, qui dit quand même qu'ils sont en train de raser les villages de Vovchansk dont on parle. Donc, c'est compliqué de savoir si vraiment la ligne de défense ukrainienne va continuer à tenir. Les combats ont l'air quand même d'une grande violence. On a des premières images de combats qui nous parviennent, on les analysera d'ailleurs ensemble, Général, bien évidemment, et c'est vrai qu'il y a ces combats très intenses. Il y a ce qu'a vécu, et c'est ce que me racontait Thomas Misraki à Kharkiv, cette alerte la plus longue depuis le début de la guerre, c'est-à-dire une alerte aérienne qui a duré 16 heures, c'est ça qu'il me disait ce matin, plus de 16h30 d'alerte aérienne, et il me disait effectivement il y a eu 6 explosions. Ça, on l'avait jamais vu, et ça tranche avec la communication du président Zelensky. On y reviendra, parce qu'il s'avoue un peu plus serein, il s'est confié à des journalistes. En attendant, écoutons le chef du Kremlin qui est en déplacement en Chine. Vladimir Poutine, c'était lors d'une conférence avec Xi Jinping. C'est de leur faute. La Russie essaie de remplacer la tête malade de l'Ukraine par une tête saine. Et ils nous blâment pour les événements tragiques d'aujourd'hui. Mais c'est le résultat de leur politique. En ce qui concerne ce qui se passe dans la direction de Kharkiv, c'est aussi de leur faute, parce qu'ils ont tiré et continuent de tirer. On le voit d'ailleurs avec le bombardement des quartiers résidentiels de la frontière, y compris ceux de Belgorod. Mais c'est aussi là que des civils meurent. C'est tout à fait clair. Ils tirent sur le centre-ville, sur le quartier résidentiel. Et j'ai dit publiquement que si cela continuait, nous allions devoir créer une zone de sécurité, une zone sanitaire. La zone est ouverte. C'est ce que nous faisons. Ouais, Général, il suit son discours. Hein. C'est eux qui tirent, c'est les Ukrainiens qui tirent. C'est toujours cette inversion dont parlait Magali depuis le début de la guerre. Mais un discours auquel bien écrit, bien formaté, et certainement auquel Vladimir Poutine croit, parce que c'est ce que nous disait François Stom. Ce qu'il fait, il le dit. Après, les victoires qu'il veut, par exemple la victoire pour le 9 mai, ça ne se passe jamais. Mais ce qu'il dit, visiblement, il y croit. Et il y a certains faits qui peuvent aussi marquer la conscience des Russes. Les Russes peuvent y croire aussi. Il est indéniable que la région de Belgorod était sous le feu des Ukrainiens.
Maintenant, c'est quand même pas les Ukrainiens qui ont commencé à frapper. Il faut quand même pas oublier que c'est comme les Russes qui ont attaqué et que si à un moment donné les Ukrainiens ont jugé bon aussi de riposter sur le territoire russe avec des armes ukrainiennes, c'est que c'était plutôt une réponse à l'agression russe. Il faut quand même pas mélanger. Mais bon, maintenant on est dans le discours effectivement politique, discours même stratégique, qui légitime les opérations actuelles. Et puis, je dirais que c'est de la communication publique, à ce titre-là, attaché de l'importance à ce que dit Poutine sur la réalité du terrain. Je pense qu'il faut prendre quelques précautions. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a une offensive russe qui engage des dizaines de milliers d'hommes, que c'est en partie en direction de Kharkiv, mais à mon avis surtout pour inquiéter le président Zelensky et le contraindre à mettre des unités supplémentaires pour contrer c'est ça, qu'elle remonte du Donbass, par exemple, pour aller vers le nord. Ouais. Donc ça affaiblit le reste du front. Et puis l'élément que j'ai donné tout à l'heure, à 50 km, on est quand même bien à l'est, avec un verrou qui s'appelle Kupiansk, que les Russes n'arrivent pas à faire sauter depuis des mois. Et si effectivement ils mettaient la main sur Kupiansk, là effectivement il y aurait une pression du nord et de l'est sur Kharkiv, et là la situation serait difficile. Et on comprend que le président Zelensky a dit qu'il ne peut pas perdre Kharkiv. Ça je le disais il y a 15 jours, c'est tellement évident. Deuxième ville de l'Ukraine, on ne peut pas perdre la deuxième ville de l'Ukraine. Donc il faut mettre tous les moyens. Et justement, comme c'est aussi un enjeu politique pour le président ukrainien, il est obligé de donner les moyens nécessaires et donc de les prendre d'ailleurs.